Bon, alors, je suis très content de vous retrouver ce soir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là. Moi, j'ai pas eu le temps de débriefer avec vous la soirée de lundi, pas ce lundi, mais le lundi d'avant, où on était près de 400 personnes. En tout cas, je ne sais pas si vous avez aimé, mais moi, en tout cas, ça a été un grand moment, très sympa. Et je voudrais encore féliciter, on n'applaudit pas, hein, mais féliciter Raphaël pour l'exploit qu'il a réalisé, de faire venir tout ce monde. Et je pense qu'on a passé une soirée relativement sympa. En tout cas, les échos que j'en ai eus, c'était que c'était vraiment bien. Je voudrais aussi vous dire mon ressenti par rapport à l'hiver qui commence. Il faut pas se décourager. C'est pas parce que la nuit tombe plus tôt qu'il faut pas venir le mardi soir rue Popincourt. Ça serait dommage et dommageable pour nous comme pour vous que du fait de l'hiver, du froid, de la nuit, de l'envie d'aller se pantouflarder tranquillement à la maison, eh bien vous ne veniez plus ici passer un moment d'échange, de rencontres. Ça serait dommage. Donc il faut prendre son courage à deux mains. C'est pas évident. Ce Shabbat, vous savez, c'est Parashat Lech Lecha. C'est la première paracha vraiment de l'année. Les autres parachiotes, en général, elles ont lieu encore pendant la période des fêtes, donc c'est plutôt détente. La première paracha vraiment où on a un personnage totalement limpide du point de vue des références, Abraham, eh bien, c'est pas pour rien que le premier juif de l'histoire, la première chose que Dieu lui dit, c'est barre-toi. Ça veut dire va pour toi, sors de chez toi, va voir ce qui se passe dehors, sors de chez toi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui avec j'allais dire le tout à l'égout, mais c'est pas le tout à l'égout, c'est le tout à Internet et tout à ce qu'on a sous la main facilement, les portables, machin. On peut passer un hiver entier en hibernation permanente parce que on peut être en contact avec tout le monde en permanence avec simplement les technologies. Bon, l'idée c'est pas ça. L'idée c'est qu'il faut véritablement faire l'acte physique de sortir. Et donc ne vous laissez pas intimider par les frimas de l'hiver. Ça fait partie du truc. C'est charmant. Bientôt il y aura du chauffage. Donc vous ne craignez rien et venez donc le mardi soir. Alors le thème de ce soir, c'est le thème de la confiance en soi. Alors ce thème, je l'ai choisi pour deux raisons. Une première raison qui est une raison conjoncturelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de répéter, on parle de France bashing, de trucs comme ça, on n'arrête pas de répéter partout que ça va mal. Bon, alors sans doute ça doit être vrai, si des grands spécialistes le disent, c'est que ça doit être vrai. Ça va mal économiquement, ça va mal socialement, ça va mal moralement, ça va mal. La société est pas bien. Bon. Est-ce que c'est une raison pour que cela m'atteigne dans mon être même? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à réfléchir. Est-ce que ce qui se passe dans le monde peut atteindre la confiance que j'ai dans mes capacités à réaliser quelque chose? Parce que la confiance en soi, on va voir que c'est intimement lié à la notion de réalisation de quelque chose. Et puis deuxième raison, c'est que vous êtes français. Et la France, elle a une particularité. Vous savez que récemment, il y a eu un sondage une statistique mondiale qui a essayé d'évaluer où est-ce que les gens avaient le moins le moral dans le monde et où est-ce que les gens étaient le plus pessimistes. Bon, eh bien, la France est sortie numéro 1. C'est comme ça fait partie de la mentalité. Ça a ses qualités, mais ça a aussi ses défauts. La qualité, c'est que la France est réputée pour être un pays démocratique et critique, et la critique, c'est toujours bon. Faut juste pas que cette critique, elle devienne quelque chose de pessimiste qui m'empêche d'avancer. Parce qu'à force de critiquer, on ne voit que les aspects négatifs et on oublie qu'il y a tellement de choses qui sont bien. Donc, vous êtes pour la plupart français, je le suppose. Vous êtes né en France, vous avez fait votre scolarité en France, vous avez éduqué en France. Et le système français, c'est très souvent un système qui a tendance à voir ce qui ne va pas plus que de voir ce qui va. C'est comme ça. J'avais donné il y a quelque temps l'exemple des fameuses dictées. On a arrêté maintenant un peu ces choses-là. Il y a pratiquement plus de dictées à l'école. Mais dans une dictée, on souligne les fautes. Et vous pouvez très bien avoir une dictée une dictée de 100 mots où il y a 10 fautes. Et donc comme il y a 10 fautes, il y a 0.
Mais on oublie que donc quand il y a 10 fautes, il y a aussi 90 mots qui sont justes. Mais l'idée de noter les mots justes, c'est impossible. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans la mentalité, et notamment dans la mentalité française. Dire plutôt que 90 mots sont justes par rapport à 10 mots faux, ça marche pas. Et donc, peut-être que vous vous en rendez compte, peut-être pas. On a beaucoup été éduqués à cette idée du reniement de soi, du manque de confiance en soi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de réparer. Il faut essayer de réparer. Et plus que cela, je pense que ne pas avoir confiance en soi, on va tout de suite définir ce que j'entends par confiance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas juif. Et c'est quelque chose qui n'est pas en adéquation avec les valeurs du judaïsme. Toutes les valeurs du judaïsme tendent au contraire à nous inviter à prendre confiance en soi. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas évoluer. C'est impossible d'avancer si on n'a pas cette notion de confiance en soi. Alors qu'est-ce que c'est la confiance en soi? La seule chose qu'il faut comprendre déjà au départ, c'est qu'avoir confiance en soi, c'est pas être orgueilleux. La confiance en soi n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est plutôt quelque chose qui a à voir avec l'estime de soi. C'est-à-dire se reconnaître. Reconnaître ses qualités en même temps que reconnaître ses limites. Mais c'est pas parce qu'on reconnaît ses limites qu'on n'est pas capable de faire quelque chose dans la vie. Reconnaître ses limites, c'est pas un constat d'échec. C'est juste être capable d'être lucide pour pouvoir, dans l'absolu, arriver à avancer. Vous savez que dans le mot confiance, en fait, la racine du mot confiance, c'est le mot fidélité. En latin, ça vient de fides fidere, qui veut dire avoir confiance. Ça veut dire être fidèle. Avoir confiance en soi, c'est être fidèle à soi. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire ne pas se trahir soi-même. Finalement, quand on s'aime pas, quand on considère qu'on n'est pas capable, d'une certaine façon, on devient l'ennemi de soi-même. Avoir confiance en soi, c'est tout bonnement être ami de soi. C'est donc s'accompagner, être en adéquation avec celui qu'on est. Ne pas se renier, s'admettre. Ça, c'est quelque chose de très important. Et en même temps, l'éducation qu'on peut avoir reçue, la scolarité qu'on peut avoir suivie, et l'entourage qui est le nôtre, parfois même dans le monde professionnel dans lequel on évolue, eh bien, on peut entendre diverses critiques qui nous atteignent. Ces critiques peuvent nous entamer, peuvent entamer la confiance qu'on a en soi, la fidélité qu'on s'accorde à soi-même. La difficulté, ça va être pour chacun de nous d'être capable de dépasser ça. Comment le dépasser? C'est très difficile. Parce que d'un côté, il ne faut pas rester fermé à la critique. Il y a des critiques qui sont positives. Il y a des critiques qui sont constructives. Et si on n'est pas capable d'entendre ce que quelqu'un nous dit sur ce qu'on fait de bien ou de mal, malheureusement le plus souvent c'est de mal, alors on ne peut pas évoluer. Donc comment arriver à gérer et à trouver un équilibre entre cette capacité d'écoute à quelqu'un qui va nous faire un reproche et en même temps ne pas se laisser entamer par ce reproche, c'est-à-dire à être capable de le voir de manière positive. Comment on va pouvoir le faire? Alors, pour chacun, c'est une histoire. Il y a des personnes, par exemple, qui ont été plus ou moins valorisées dans leur enfance. Et puis, il y a des personnes qui ont été plus ou moins dénigrées dans leur enfance. Et ce dénigrement peut laisser des traces. L'idée, c'est d'arriver à dépasser cette notion-là. C'est-à-dire à aller plus loin, à se retrouver, à être capable d'entendre et de voir comment ça s'est passé. Alors j'ai expliqué tout à l'heure, il y a une minute, que la confiance, elle vient de beaucoup d'endroits. La perte de confiance, elle peut venir de beaucoup d'endroits. Elle peut venir effectivement de l'éducation qu'on a reçue à la maison, suivant qu'on a été marocain ou tunisien. Ça joue beaucoup. Vous rigolez, mais il y a un fond de vérité là-dedans. Par exemple, pour ceux qui sont marocains, je ne sais pas si mais de mon temps, ouais, les parents marocains sont très souvent critiques. C'est pas méchant, mais ça va être souvent sur le mode de tu aurais dû faire autrement. Même quand on a fait, tu aurais dû faire autrement. Ouais. Vous allez accrocher un tableau que vous avez peint
pendant des heures dans votre chambre, le parent va vous dire plus souvent « Pourquoi tu l'as mis sur ce mur? Tu aurais dû plutôt le mettre sur ce mur. » Au lieu de dire « Hey, il est super ton tableau. » Ouais. En revanche, c'est dans un certain registre de parents, certaines catégories de parents, ça va être plutôt « Ah, mais c'est génial », même si le tableau il est nul, hein. « Mais mon fils, mais ma fille, mais mais c'est génial, mais c'est super. » Il faut savoir, ça on choisit pas. On choisit pas. On a des parents plus ou moins angoissés. On a des parents plus ou moins critiques. L'idée, c'est pas de passer sa vie à remâcher ce que nos parents auraient pu nous dire qu'ils nous ont pas dit. Ou bien ce qu'ils ont dit à notre grand frère ou à notre grande sœur, ou notre petite frère et notre petite sœur, alors qu'ils auraient dû nous le dire à nous. Ouais. Si on reste toute sa vie sur un divan de psy à raconter comment nos parents auraient dû nous aimer, c'est difficile. Donc, on est contraint à un moment de passer le cap, à un moment d'avancer. Vous êtes plus ou moins tous ici dans un âge charnière, c'est-à-dire le moment majeur. Vous n'êtes plus des adolescents, vous êtes déjà des adultes au sens plein du terme, adultes à part entière. Et je crois qu'à un moment, l'idée d'être adulte, c'est cette idée qu'on est capable de sortir de ce type de questions et de raisonnements. Moi, je me rappelle, j'ai étudié dans ma jeunesse dans une yeshiva. Et un jour est arrivé dans cette yeshiva un jeune élève. Et enfin un jeune élève qui était plus âgé que nous, mais qui avait la vingtaine bien tassée, 22, 23 ans. Donc il était un petit peu plus âgé que nous. Et il arrivait à la yeshiva. Et les premiers entretiens qu'il a eus avec le responsable de la yeshiva, ça n'a été que de parler des problèmes qu'il avait eus avec ses parents, au sens où il se sentait mal aimé, déprécié, critiqué, jugé par ses parents. Eh bien, quelques jours après son arrivée, il est reparti. Pourquoi il est reparti? Mais parce que en fait, les enseignants qui se trouvaient dans la yeshiva lui ont fait comprendre qu'il fallait d'abord qu'il se construise une image complètement séparée de critiques de ses parents pour pouvoir après avancer vers une nouvelle expérience. On ne peut pas avancer si on ressasse et on rumine en permanence ce qu'on a pu faire, pas pu faire, ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a pas dit, ce qui aurait pu, ce qui n'a pas été. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à dépasser ça? Bien, une des premières choses à faire, et elle a l'air simple, mais en vérité c'est la chose la plus difficile qui existe, et on n'a jamais pu en finir, Dieu merci, toute sa vie avec ça, c'est apprendre à se connaître. C'est-à-dire prendre le temps de se connaître. Ce qu'on appelle dans la morale juive, la idéat atzmit, la connaissance de soi. Personne ne peut véritablement enclencher une démarche positive dans la vie et avancer et progresser dans la vie s'il n'a pas pris le temps de se concentrer à un moment donné sur lui-même. C'est-à-dire à être capable, autant que possible, de se regarder à l'intérieur et de constater ce qui éventuellement ne va pas, mais aussi, pourquoi pas, regarder ce qui peut être positif. Et là, l'éducation joue un rôle très important. Nous avons été peut-être beaucoup plus éduqués à l'idée de regarder en nous ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on n'a pas réalisé, plus que de voir ce qui est bien. Donc, à un moment, il faudrait être capable de se retrouver avec soi-même et de se poser une question qui est la suivante, pas qui suis-je, mais en quoi suis-je quelqu'un de bien? Ça a l'air un petit peu prétentieux, mais c'est complètement faux. C'est pas du tout prétentieux. Comment voulez-vous produire quelque chose d'intéressant dans la vie si vous ne connaissez pas vos qualités? On ne peut rien faire si on ne connaît pas ses qualités. Si quelqu'un ne mesure pas véritablement ce qu'il est capable de faire, sans tomber dans de la mégalomanie, on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler tout bêtement de savoir qu'est-ce qui est bien en moi.
est-ce que on prend véritablement le temps de se poser cette question? Le plus souvent, on avance avec des boulets, avec des poids, en se disant « j'ai pas pu, j'ai pas su, j'ai pas réussi », plus que de se dire « en quoi ai-je des capacités et des potentialités en moi qui sont super ». Donc, ça commence par ça. Vous trouvez du temps. Ouais, il y a même des chassidim qui préconisent de prendre chaque jour du temps pour soi, seul, aller se balader tout seul, se mettre dans un endroit seul pour réfléchir. Moi, je rajoute juste un point. C'est pas juste pour réfléchir, parce que réfléchir, des fois, ça peut provoquer des cataclysmes. Ça suffit pas de réfléchir. C'est juste un moment dans la journée ou dans la soirée. Ouais, une petite question tout simple. En quoi suis-je quelqu'un de bien? En quoi suis-je quelqu'un de bien? Si personne ne me le dit, eh bien, je vais me le dire à moi-même. Et c'est pas grave. Et c'est pas orgueilleux, et c'est pas prétentieux. Ça, c'est une première chose. Deuxième question pour arriver à la confiance de soi. Donc, première chose, cette notion-là de connaissance de ses qualités, pour moi, elle est incontournable. Sans savoir ses qualités, on peut pas avancer. Si un coureur de fond ne sait pas combien de kilomètres il peut faire, il va jamais s'inscrire au marathon. C'est parce qu'il s'est entraîné, il s'est vu, qu'il peut s'inscrire à un marathon ou dire je vais faire le 100 mètres. Mais tant qu'il ne sait pas de quoi il est capable, il ne peut pas faire. Et là, il verra que quand il sait de quoi il est capable, il pourra même dépasser de quoi il est capable. Parce que s'il pense faire le 100 mètres en 10 secondes, le fait de s'être inscrit au 100 mètres, peut-être qu'il le fera en 9 secondes et demie. Mais tant qu'on sait pas, tant qu'on n'a pas compris qu'on peut le faire en 10 secondes, eh ben on peut rien faire, on va jamais s'engager. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, qui est très important, c'est la question de savoir où sommes-nous, c'est-à-dire quelle est notre place. Sommes-nous à notre place? Des fois, on reçoit des critiques ou on reçoit des réprimandes parce qu'on n'est pas là où on devrait être. Donc la connaissance de ces qualités implique aussi qu'on va essayer de trouver où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on devrait être. Vous savez, il y a une expression qui dit dans le judaïsme, celui qui change d'endroit, il change de mazal. Il change d'endroit, il change de mazal. On voit par exemple dans cette paracha de cette semaine, si Dieu a demandé à Abraham de partir, c'est parce qu'il n'était pas à sa place. Je comprends pas. Mais là où il était, il pouvait quand même faire énormément de choses. Et ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est-à-dire d'amener la connaissance de Dieu dans le monde, il aurait pu le faire là où il était. Pourquoi il lui a demandé de changer de place? C'est parce que la notion de changement de place, ça fait que je me remets en question et que je suis capable de me voir autrement. Des fois, on est bloqué, on n'arrive pas à avancer, il n'y a pas de moteur, on a du mal à se déplacer intellectuellement, psychiquement, dans ses qualités, parce qu'on n'est pas là où on doit être. Donc la question, c'est de savoir, d'abord, si on est là où on doit être. Et deuxièmement, si on est là où on doit être, est-ce qu'on est reconnu dans la place qu'on a? Il faut revendiquer d'être reconnu dans la place qu'on a. Ne pas être lésé dans sa place. Il y a une notion très essentielle qui est ramenée dans les textes du judaïsme, notamment dans les maximes des pères, qui dit qu'un des moyens d'accéder à la Torah, et pas des moindres, c'est celui qui dit « Makir et mekomo », celui qui connaît sa place. C'est quoi celui qui connaît sa place? Voilà, je connais ma place, je suis ici, je suis assis là. Non, celui qui connaît sa place, ça veut dire celui qui sait où il doit être. Donc des fois, on n'est peut-être pas là où on est, et là où on devrait être. Ça peut être dans son travail, ça peut être dans ses études, ça peut être même dans son entourage. C'est peut-être pas là qu'on doit être. Et donc la confiance de soi, elle est intimement liée à cette idée que peut-être on n'est pas là où on est. Et que si on était là où on pense qu'il faudrait qu'on soit, bah peut-être qu'on retrouverait une énergie. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Et puis, il faut apprendre à se protéger. C'est-à-dire que, des fois, si on n'a pas mis de protection, on va recevoir les remarques, les critiques, le dénigrement, de manière trop directe. Et donc, on n'est pas préparé à ça.
Alors c'est vrai que quand on est jeune, on laisse passer. On fait pas attention. Puis, claque sur claque, une autre claque, et une autre critique, et un autre dénigrement. Puis on se rend compte qu'on arrive à un état où on n'a plus la possibilité d'avancer. Alors moi je vous le dis, malgré votre jeunesse, il faut que vous appreniez à vous protéger. C'est-à-dire, c'est tout bête. On me dit quelque chose, je suis capable de le prendre avec du recul. Je le prends pas tel quel. Je l'écoute pas tel quel. Brut de décoffrage. On m'a dit que j'étais incompétent. Ça veut dire quoi, incompétent? Je le prends. C'est choquant. C'est brutal. On m'a dit que j'étais égoïste. Il faut arriver à se mettre des défenses. Ces défenses, encore une fois, c'est se regarder soi-même dans ses qualités. Malgré le fait qu'on puisse vous dire quelque chose, si vous, dans votre intimité, dans le sentiment que vous avez de vous-même, vous êtes convaincu que c'est pas tout à fait vrai, qu'il y a des choses en vous qui sont pas égoïstes, ou des choses en vous qui sont pas incompétentes, au contraire, compétentes, il faut vous les répéter. C'est-à-dire apprendre à se protéger, apprendre à se défendre. Puis, autre chose qui est très important, faut pas être seul. Faut pas rester seul. Le manque de confiance en soi, c'est souvent le résultat d'une forme de solitude. C'est pas bon. Ça veut dire quoi, ne pas être seul? Ça veut dire qu'il faut appartenir à quelque chose. Appartenir à une idée, appartenir à un projet. Être avec des gens. Alors, c'est vrai que c'est des fois dangereux, parce que plus on est avec des gens, plus on risque d'être critiqué. Mais en même temps, il faut pas que ça devienne une peur de la critique. Quand j'ai dit qu'il faut se protéger, surtout pas se protéger en s'isolant. Il faut pas se protéger en s'isolant. Il faut se protéger tout en étant avec les autres. C'est-à-dire être capable de vivre les uns avec les autres, tout en écoutant ce qu'on nous dit et prendre de la distance avec ce qu'on nous dit. Le fait d'être là, par exemple, je refuse de penser que vous êtes venu à titre de personne individuelle. Je pense que vous êtes venu, c'est pas simplement parce que vous, en tant que moi, je suis venu écouter un cours. Je ne crois pas. Je ne veux pas le croire. Je pense que vous êtes venu écouter un cours aussi parce que vous êtes partie prenante d'un projet. Alors ce projet s'appelle aujourd'hui la relève, mais pour moi, ça s'appelle pas seulement la relève, ça s'appelle votre identité juive. Votre identité juive, c'est quelque chose qui vous rattache à une appartenance. Se rattacher à une appartenance, refonder, recréer des repères identitaires forts, comme le judaïsme. C'est pas un petit truc de dire je suis juif. C'est un truc lourd. Croyez-le bien, même si c'est lourd, c'est quelque chose qui nourrit votre ego et qui peut nourrir aussi la confiance que vous avez en vous-même. Alors, ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que, en même temps, renouer avec son judaïsme, c'est pas simplement renouer avec une identité ici et maintenant, c'est aussi renouer avec une identité qui a une histoire. Donc, vous faites partie d'un chaînon, d'une chaîne, vous êtes un élément dans une transmission de choses, dans une histoire qui s'écrit. Et donc, vous n'êtes pas tout seul. Et donc, rien que par le fait que vous avez quelque chose qui vous a précédé et qui vous a été transmis, consciemment ou inconsciemment, parce que vous savez, il y a tellement de choses qui se transmettent de façon inconsciente. Il y a tellement de parents qui, par exemple, s'évertuent à faire passer telle idée à leur enfant, et cette idée, elle ne passera jamais. Mais en vérité, ce qui passe, des fois, on se rend compte que c'est la nature même du parent. Ce qu'il a jamais dit, ça passe. Sa gentillesse, elle passe. Il a jamais fait de cours sur ça, et c'est ça qui passe. On voit des enfants qui font le même métier que leurs parents, et pourtant les parents leur ont jamais dit, faut que tu sois comme moi. Ça se fait naturellement. Pourquoi? Parce que même de façon inconsciente, il y a une transmission. Donc, des fois, il y a des gens qui se sentent juifs ou juives, sans avoir forcément suivi un cours de Torah. C'est quelque chose qui leur a été transmis. On ne sait pas comment. C'est ce qu'on appelle une transmission inconsciente. Elle est là. Elle fait partie de votre histoire. C'est intéressant d'aller de temps en temps se rappeler que je suis pas tout seul, qu'il y a quelque chose avant moi, que moi-même, je suis quelqu'un qui fait partie prenante d'une chaîne, et que moi aussi, à un moment donné, je vais aussi transmettre quelque chose, donc je suis quelqu'un. Je suis pas n'importe qui. Et on peut pas dire n'importe quoi sur moi. Je mérite
de m'apprécier moi-même. Encore une fois, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la mégalomanie, c'est simplement l'estime qu'on s'accorde à soi-même. Ça, c'est super, super important. Super important. Tous les matins, il faut se réveiller avec cette idée, qu'est-ce qui en moi vaut que je m'estime? Beaucoup de choses. Et je dirais même, certains maîtres le faisaient, faut l'écrire, au cas où on l'oublie. Et des fois, quand on est dans une période de crise, faut le regarder. Dire, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Ah, j'ai été capable de ça. Des fois, on l'oublie. On le voit, on se rappelle, ça peut être bon. Je dirais aussi que une des meilleures façons de se réestimer soi-même, c'est d'être capable de réenclencher avec son judaïsme, pas simplement de manière inconsciente, pas simplement en tant qu'auditeur libre, pas simplement en tant que spectateur dégagé, mais aussi en s'engageant. Alors, il n'y a pas 10 000 façons de s'engager dans son identité juive. Les façons qui consistent à s'engager dans son identité juive de manière plus forte que simplement le ressenti, c'est l'étude et la pratique. Étudier ce qui nous constitue de manière identitaire, pratiquer ce qui nous constitue de manière identitaire, c'est une façon de réenclencher avec une manière de s'apprécier. Je montre, je sais pas, je vais dire par exemple pour un garçon décide de se lever le matin à la tfila. Il décide de se lever le matin à la tfila, bien que ce soit très difficile, bien que ce soit très fatigant, bien que ce soit pas évident du tout. Ouais. Eh bien, le fait qu'il se soit mis ce challenge dans sa vie et qu'il arrive la plupart du temps à le tenir, ça veut dire que quand il s'est levé, ça veut dire aussi qu'il a mis ses tefilines. Bien d'une certaine façon, ces pratiques-là peuvent l'aider à se retrouver lui-même, à retrouver une image positive de lui-même. Une personne qui ne fait pas Shabbat, eh bien, elle peut commencer à faire Shabbat d'une certaine façon et voir qu'elle est capable de le faire. Voir que ça marche, voir que c'est pas si difficile, voir que ça apporte même des éléments. Eh bien, le simple fait d'avoir réalisé un exploit de cet ordre-là peut aussi permettre de se retrouver soi-même et de recommencer à s'estimer soi-même. Et puis, pour le moment, nous avons parlé que d'une relation de soi à soi. Mais il y a aussi d'autres éléments qui sont capables de nous redonner confiance. Et c'est bizarre, mais vous allez voir que c'est des éléments, des façons d'être qui sont pas reliés à nous. Ils sont pas reliés à nous. D'ailleurs, même, je dirais que retrouver la confiance en soi que de soi avec soi-même, c'est très difficile. Pas impossible, mais complexe. Par contre, il y a des façons autres qui permettent de le faire, qui sont se disponibiliser à quelqu'un d'autre. Par exemple, être capable d'aider quelqu'un ou d'apporter quelque chose à quelqu'un, c'est quelque chose qui peut permettre de retrouver des forces pour avancer. Alors tout à l'heure, Raphaël vous a dit, alors ça peut paraître vu de l'extérieur complètement aberrant, on va aller réjouir un marié et une mariée qui sont en situation de handicap, et c'est pas évident pour eux d'avoir une fête au sens ordinaire du terme. Bon, alors vous allez me dire, bon, ouais, c'est quoi ce truc d'aller réjouir un Khatan et une Kala dans ces conditions? Justement, ça a l'air de rien, mais il y a fort à parier que ceux qui auront été capables de mener un projet comme ça vont s'estimer. Ils vont trouver des raisons de s'aimer à nouveau, de montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose à nouveau. Raphaël vous a parlé tout à l'heure aussi de rentrer dans des projets humanitaires, de disponibilité aux autres, d'aide par exemple aux enfants, aux élèves en difficulté dans les écoles. Vous êtes peut-être pour la plupart diplômés, vous avez eu votre bac, certains avec mention, vous avez fait des études. Faut savoir qu'aujourd'hui, et précisément dans notre communauté, il y a beaucoup d'enfants qui galèrent. Les parents n'ont pas le temps de s'occuper d'eux, ils sont pris par toutes sortes de problématiques à l'extérieur, et ils sont en échec. Ils sont en situation d'échec scolaire pur et dur. J'en côtoie, je suis enseignant, j'en côtoie tous les jours. Et ils sont, pour certains,
véritablement en train de se noyer. C'est clair. Les problèmes économiques aujourd'hui font que les parents, et le rythme de la vie font que les parents ont de moins en moins le temps de s'en occuper. Eh bien, ces enfants-là peuvent se retrouver dans des voies de garage. Bah, c'est extraordinaire. Si quelqu'un qui a le bac ou un peu plus peut à un moment, même pas le bac du tout, mais qui est capable d'apporter quelque chose. Moi, j'ai des jeunes qui n'ont pas le bac et qui sont capables d'aider des élèves au collège sur des notions qu'on peut même pas s'imaginer. Bien, je peux vous dire que ça, c'est quelque chose qui reconstruit. Les psychologues diraient que ça renarcissise. Ben ouais, ça vous redonne du narcissisme. Et le narcissisme à petite dose, c'est pas mauvais du tout. La notion, tout à l'heure on parlait d'Abraham. Ben Abraham, Dieu lui a dit, pars. Ok, donc il a changé de lieu. Changer de lieu, ça veut dire toujours se remettre en question. Ouais. L'exil, pour les Juifs, ça a été toujours une façon de se remettre en question. Mais qu'est-ce que faisait Abraham la plupart du temps? Qu'est-ce qui constituait sa grandeur? Ben Abraham, sa grandeur, c'était de se soucier des gens qui étaient dans le besoin. C'était sa fonction première. C'est pour ça que Abraham, dans la Torah, il est relié essentiellement à la qualité de Chesed. Il s'appelle Chesed. Il est le père de nombreux peuples. Il est celui qui permet à l'humanité de démarrer sur des bases nouvelles après le déluge. Pourquoi? Pas parce qu'il a construit des villes, pas parce qu'il a donné des cours, pas parce qu'il a écrit des livres, mais parce qu'il a été capable de se soucier de ceux qui manquaient de quelque chose. Et on va voir que toute l'histoire d'Abraham, c'est ça, la disponibilité à autrui. Bien, je crois qu'aujourd'hui, dans un monde où on n'arrête pas de nous dire ça va pas bien, c'est pas bon. Pourquoi ça va pas bien? Pourquoi c'est pas bon? Ben parce que il y a de la crise, il y a du chômage, il y a de l'inflation, il y a du machin. Eh bien, peut-être que ça vaut le coup de se dire, ben moi, je vais faire que le monde aille mieux. Et l'une des meilleures façons pour faire que le monde aille mieux, eh bien, c'est de se soucier de ceux qui vont pas bien. Et vous savez que quand on se soucie de ceux qui vont pas bien, il y a quelque chose de magique qui se passe, c'est que automatiquement on va mieux. Parce que le fait que je m'intéresse à autre chose que moi-même, eh bien, ça me fait un petit peu prendre du recul par rapport à mes problèmes. Et je vois les choses très, très positivement et en tout cas de manière très différente. Une autre chose aussi qui est très importante et qui est liée à l'aide, c'est la volonté de créer quelque chose. Ouais. L'homme est un créateur. Dans le judaïsme, la spécificité que l'homme a sur toutes les créatures de l'humanité, vivantes ou pas vivantes, c'est que l'homme est quelqu'un qui est capable de créer. C'est-à-dire de faire sortir quelque chose. De faire que quelque chose sorte de lui. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il est en panne de création. Alors vous allez me dire, c'est un peu un cercle vicieux. Si je suis en panne de création, je vais pas pouvoir m'estimer moi-même. Et si je peux pas m'estimer moi-même, ben je peux pas créer. Alors il faut sortir de ce cercle vicieux. Ce cercle vicieux, l'aide à l'autre, c'est quelque chose de fondamental, mais l'idée de mettre en action des projets, ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. Être dans une tension, être dans une dynamique, à vouloir faire quelque chose qui n'a pas été fait, ou bien que je n'ai pas encore fait, ben ça c'est quelque chose de très fort. C'est pas la peine d'inventer une nouvelle technologie, c'est pas la peine de découvrir un théorème en mathématiques ou en physique, c'est pas de ça que je parle. Mais c'est se demander aujourd'hui, ce soir, à partir de demain, qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce qu'il est possible dans ma vie de créer? Alors bien sûr, les rabat-joie et ceux qui n'ont pas confiance en vous, ben vont vous dire, tu planes, tu délires, tu élucubres des fantasmes. Là, il faut se protéger. Là, il faut être capable de se mettre dans une bulle et de dire, t'inquiète, je vais faire. Alors vous allez me dire, mais peut-être c'est pas sûr, peut-être je vais pas faire, peut-être je vais rater.
Alors je vais vous dire une chose est sûre dans la vie, c'est mieux d'avoir essayé et échoué que d'avoir rien fait. Le plus bas dans l'échelle, c'est celui qui n'a ni essayé, et bien sûr, comme il n'a rien essayé, il s'est jamais trompé. Alors, ça, c'est bien. Moi, je préfère me tromper, mais au moins j'ai essayé. Répétez-vous cela constamment. Un homme, c'est quelqu'un qui crée. Vous savez pourquoi en hébreu, l'homme s'appelle Adam? En hébreu, l'homme s'appelle Adam, parce que ça vient de Adama, la terre. Adama, ça veut dire que la terre, dans le sens où elle fait fructifier des choses. La terre, c'est je plante une graine, il y a quelque chose qui pousse. Ça, c'est quelque chose qui est définitivement la définition de l'homme. L'homme, c'est quelqu'un qui fait pousser des choses. En hébreu, un animal, on appelle ça un BMA, une BMA. BMA, ça veut dire ba-ma. Ba, dedans, ma, il y a. Ça veut dire, il y a ce qu'il y a. C'est ça un animal. Un animal, c'est un être vivant qui est ce qu'il est. Il peut pas être plus. Ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas possibilité de pousser. Puis Adama, ça vient aussi du mot domé, qui ressemble. Qui ressemble à quoi? Qui ressemble au bon Dieu. De la même façon que Dieu se définit par sa capacité de création, l'homme se définit par sa capacité créatrice. Dieu a créé un monde à créer. Il n'a pas créé un monde fini, il a créé un monde à créer. C'est pour ça que nous disons, vous entendez ça dans le Kiddush tous les vendredis soirs, Asher bara Elohim l'arasot, qu'il a créé pour faire. Attends, je comprends pas, s'il l'a créé, pourquoi tu vas faire? Il a créé un monde à faire. Ça a l'air paradoxal, mais c'est comme ça que ça marche. Donc nous sommes ici pour créer. Donc en vérité, l'un des devoirs de l'homme tous les jours, c'est de se demander qu'est-ce qu'il peut créer. Qu'est-ce qu'il peut créer? Alors bien sûr, pour créer, il faut des forces. Je vous le dis, l'une des forces essentielles qu'on peut avoir, c'est d'abord de se situer dans une appartenance. Des fois, on n'arrive pas à créer parce qu'on n'a pas de repère. Créer pour qui? Pourquoi? Vers quoi? Pour créer, il faut avoir une direction. Dans quelle direction? Si je sais pas d'où je vais, d'où je viens, comment je vais savoir où je vais? Donc, une des façons de savoir d'où je viens, je vous l'ai dit, c'est de s'engager dans quelque chose qui est de mon identité. Ça veut dire, prendre sur soi, de faire un peu plus Shabbat, prendre sur soi, de faire un peu plus la tfila, prendre sur soi, de mettre un peu plus souvent les tfilines. Vous allez me dire, ouais, alors, mais c'est de la religion, ça. Mettre les tfilines, ça donne de la force. Faire Shabbat, ça donne de la force. Quand je m'arrête un jour par semaine, j'ai le temps de réfléchir à ce que je fais pas. Et j'ai le temps de réfléchir aussi à ce que je fais, que j'ai jamais le temps de réfléchir. Donc quand je suis dans Shabbat, je me dis, comment je pourrais faire autrement? Comment je pourrais faire plus? Comment je pourrais faire mieux? Si je m'arrête jamais, comment je peux me poser cette question? Je ne me pose jamais cette question. Je suis tout le temps dans le speed. Je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Ça qui est fabuleux avec ces bitonios là, c'est qu'on est tout le temps en train de s'occuper de quelque chose. Ouais, le Shabbat, l'avantage, c'est qu'on éteint tout ça. Et donc on est avec qui? On est avec soi et les gens qu'on aime. Donc là, on peut se demander, je crois que j'ai une idée. Ouais, ça c'est génial. Je crois que j'ai une idée. Oh, je vais faire un truc. Et si vous avez des ravageois qui vous disent, mais ton idée, tout le monde l'a eu. Ouais, surtout en France, hein, on est champion du monde. Pourquoi tu fais ça? Mais ça sert à rien. Mais il faut pas. Mais tu vas te planter. Mais tu machin. Si j'ai quelque chose avec moi qui m'accompagne, ouais, cette force-là qui m'accompagne. Alors c'est sûr que quand on est avec quelqu'un, c'est encore mieux. Quand on est avec des amis, c'est encore mieux. Quand on est avec une fiancée ou un mari, c'est encore mieux. Mais c'est pas grave. Tant qu'on n'y est pas, c'est pas grave. Alors, on décide de faire ces choses-là. Et aussi, une chose aussi qui est très importante, c'est de faire aboutir parfois. C'est-à-dire que quand on a des projets, c'est bien d'avoir des projets, mais de temps en temps, il faut quand même essayer d'arriver à la fin de quelque chose. Vous voyez? Par exemple, là, ce soir, vous avez fait aboutir un projet. Ce matin, dans votre tête, vous vous êtes dit, je crois que ce soir, je vais aller au cours. Mais quand vous vous l'êtes dit, c'était un projet. C'était une idée. Et d'ailleurs, on devrait être 3 fois plus de monde. Et pourquoi on n'est pas 3 fois plus de monde? Parce que parmi tous ceux qui ont reçu les mails, il y en a qui se sont dit, je vais y aller, mais qui au bout du compte, sont pas venus. Bon, vous, ce soir, vous avez réalisé quelque chose. Vous avez fait quoi? Vous avez décidé de venir, et en plus, vous êtes venus. Et en plus, vous avez assisté au cours. Bon, ça c'est fait.
c'est bon, c'est fait. Je l'ai fait. Je l'ai accompli. Eh bien, regardez cette dimension-là, essayez de la rédupliquer sur plein de choses dans votre vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on fait beaucoup de choses en même temps. C'est pas sûr qu'on finisse. Ouais, on est tout le temps sollicité. On est tout le temps sollicité. On peut être sur son ordinateur en même temps qu'on est sur son portable, en même temps qu'on est en train d'envoyer un texto et qu'on fait un mail et qu'on parle avec quelqu'un et qu'en même temps on est en train aussi de bosser et puis parfois même on mange en même temps. Ouais. Et quand on fait tout ça en même temps, peut-être qu'en fait on fait rien. Ça c'est une notion, c'est la notion que nous on appelle en Torah, qui s'appelle kavana. Kavana, ça veut dire avoir la conscience de ce qu'on fait. Kavana, ça veut dire aussi direction. J'ai la kavana de faire telle mitzvah. Pour nous, c'est très important, quand on réalise une mitzvah, si on peut, d'avoir la kavana de la mitzvah qu'on fait. Pourquoi? Ben parce que quand c'est fait, c'est fait. Et comment c'est fait? Parce que j'ai pensé que je voulais le faire. Et en le faisant, j'ai pensé que j'étais en train de le faire. Penser à une chose que je suis en train de faire, c'est en fait valoriser la chose que j'ai faite. Par exemple, n'hésitez pas ce soir à appeler vos copains et vos copines en frimant et en disant, tu sais, j'étais un cours. Et le truc, c'est que je suis resté jusqu'au bout. Le mec, il m'a super saoulé, mais j'étais là. Mais alors, c'est bon, vous avez réalisé un projet. Ben, ça commence comme ça. Vous savez qu'en ce moment, nous sommes en train de lire le livre de la Genèse. C'est le livre de Bereshit. Là, on est dans Bereshit. Ce livre de Bereshit raconte essentiellement l'histoire de personnages emblématiques, figures tutélaires absolues du judaïsme, que sont les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Il y a un principe qui est à l'origine de tout ce livre, qui est énoncé par un grand maître du Moyen-Âge qui s'appelle Nachmanide. Le Ramban dit, tout ce livre, il doit être lu selon un principe. Quel est ce principe? Maaseh Avot, Siman Labanim. Maaseh Avot, bah ouais, il y a quand même des gens qui connaissent. Eh bien, Maaseh Avot, Siman Labanim. Traduction. Les actions des pères sont un signe pour les enfants. Les pères, c'est Abraham, Yitzhak et Jacob. Les enfants, c'est nous. C'est vous, c'est moi. Leurs actions sont un exemple pour nous. Alors, je vais d'abord vous dire quelle est la mauvaise compréhension de cette phrase. La mauvaise compréhension de cette phrase, ce serait de dire, il faut que je devienne Abraham. Bon, on peut espérer. Je vous ai dit, hein, pas de rabat-joie, hein, on a confiance en soi. Mais c'est pas ça l'idée. Maaseh Avot Siman Labanim, ça veut dire quoi? De la même façon qu'Abraham. Qu'est-ce qui fait qu'Abraham est une figure tellement importante? Pourquoi Yaakov est une figure tellement importante? Pourquoi Yitzhak, figure tellement importante? Parce que nos textes nous expliquent qu'ils sont allés, en tout cas qu'ils ont essayé toute leur vie durant, d'aller au bout de leur potentialité. Ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient être. Alors peut-être qu'ils n'ont pas encore totalement atteint, mais leur dynamique de vie, c'était « je veux être le meilleur Abraham qui soit ». Ça veut dire qu'ils se connaissaient très bien. Et ils n'ont eu de cesse toute leur vie durant que de faire arriver ce qu'ils étaient eux-mêmes. Quand on dit « Maaseh Avot Siman Labanim », les actions de nos pères, c'est un exemple pour nous, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, chacun doit essayer d'aller au meilleur de lui-même, au plus loin de lui-même. Ouais. Donc, on ne vous demande pas de ressembler à quelqu'un. Ce que la Torah nous demande, c'est une chose très simple. Soyez vous-même. Soyez vous. Parce que ce que vous êtes, c'est l'équivalent d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Chacun en fonction de ce qu'il est. Vous êtes. La Torah va dire plus loin, tout juif a l'obligation d'arriver au niveau de Moïse. Faut se lever de bonne heure, hein. Bah, c'est pas que je vais devenir Moïse, je pourrai jamais devenir Moïse, je le sais. Enfin, je pense, quoi. Je vais quand même essayer, mais il y a fort peu de chances que.
C'est quoi Moïse? Moïse, c'est quelqu'un qui est allé au top de lui-même. Donc ce qu'on veut, c'est que tu sois Moïse. Ouais, bien sûr, je peux être Moïse. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est formulé sous le terme de obligé. On va pas nous obliger à un truc qu'on peut pas faire. Il y a un truc qu'on peut s'obliger à faire, c'est être soi. C'est être soi. Mais pour être soi, faut s'aimer. Pour être soi, faut être capable de voir la beauté, la génialité de ce que nous sommes. Si on n'est pas capable de voir la beauté qu'on est, ben on peut pas avancer. C'est pas de l'orgueil, c'est juste soi, être capable de se connaître soi. Autre élément aussi important, c'est la notion de ne pas gaspiller les qualités que nous possédons. Ceux qui étaient dimanche matin au cours, j'ai fait un cours, ah non, c'est pas à vous que j'ai fait, mais il y avait quelques personnes de la relève. On voit que l'histoire de la Torah, jusqu'à Abraham, ça n'a été qu'une histoire de gens qui avaient des richesses qu'ils n'ont pas su exploiter. C'était ça. Adam Arishon, était l'homme le plus accompli spirituellement et intellectuellement qu'ait porté l'humanité. Il était capable de voir d'un bout à l'autre du monde. Il était capable de voir les liens qui existaient entre le monde ici-bas et toutes ses ramifications spirituelles. C'était l'intelligence absolue. Cette intelligence absolue, il l'a utilisée pour faire le contraire de ce que Dieu lui avait demandé. Il n'a pas réussi à utiliser sa richesse. Caïn et Abel, ils avaient le monde à leur disposition. Le monde était coupé en deux. L'un possédait une partie du monde, l'autre partie. Le texte nous dit, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Ils sont disputés. Ils sont disputés pour des raisons incompréhensibles. Tellement incompréhensibles que le verset ne nous les dit même pas tellement elles sont primaires. Certains disent qu'ils se sont battus parce que chacun voulait que le temple qui allait être construit soit sur la partie de la terre qui lui appartenait. Vous imaginez Caïn et Abel, il avait l'hémisphère nord, l'autre il avait l'hémisphère sud, le monde était séparé en deux, et chacun disait non mais le Beth Amikdash, je veux qu'il soit chez moi. Ils possédaient la moitié du monde, ils n'ont pas su en faire quelque chose. La génération du déluge, les textes nous disent que c'était la génération la plus riche qui a jamais existé dans toute l'histoire de la création. On vivait dans un éternel printemps. Comme ça disent les textes. C'est une image, hein. Ça veut dire, pourquoi? Parce qu'on sait qu'après le déluge, Dieu dit, on va mettre les saisons. Le froid, le chaud. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas. Il faisait tout le temps beau. Et les gens, pour avoir leur subsistance, ils avaient qu'à se baisser à ramasser. Quelle a été leur faute? Ils se volaient les uns les autres pour moins qu'une prouta. Pour moins qu'un centime, ils essayaient de s'arnaquer. Mais ils avaient toutes les richesses à leur pied. Ils pouvaient pas construire quelque chose avec ces richesses. Non, ce qu'ils voulaient, c'est prendre ce que l'autre avait. La génération de la tour de Babel, elle avait l'unité totale dans une langue qui leur permettait de comprendre chaque élément par le langage. Chaque mot qu'il disait, ça recouvrait la réalité de la chose. Quand il disait table, ils comprenaient pas seulement que c'était une table, mais ils comprenaient l'essence de ce que c'est une table. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de construire une tour pour toucher le bon Dieu et le ramener sur terre, enfin un truc, n'importe quoi. Abraham, en s'occupant des autres, a compris ce qu'il fallait faire dans la vie. Mais qu'est-ce qu'on a avant? On a des 2000 ans d'histoire dans lesquelles les gens, ils ont des potentialités de malades entre les mains et ce qu'ils en font, c'est un truc bidon. Donc ça, c'est aussi important. Quand on pense au projet, c'est pas simplement pour faire des projets. C'est aussi pour être capable de rentabiliser et de valoriser les richesses que chacun a à l'intérieur de lui-même. Ça, c'est extrêmement important. Et vous savez d'ailleurs que la Torah nous dit que même nos défauts peuvent nous aider à progresser. Un défaut, c'est très relatif. Vous savez que tout le monde connaît ce texte dans le Talmud qui dit « Si quelqu'un aime le sang, il a un petit côté pervers, il aime bien... il a qu'à devenir abatteur rituel ou moël. » Ça veut dire, l'amour du sang, en soi, c'est pas négatif. Il faut juste être capable de le mettre dans une bonne direction. Prenons des exemples. Quelqu'un qui est très susceptible. Quelqu'un qui est très susceptible, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait attention aux moindres détails. Parce que chaque chose qu'on lui dit, il est capable de l'analyser d'une façon terrible. Eh ben, quelqu'un qui est très susceptible, il peut devenir un super organisateur.
Parce que son souci du détail, il peut le mettre dans l'organisation. Quelqu'un qui est trop sensible. C'est un défaut d'être trop sensible. Chaque chose, se met à pleurer, une vraie Madeleine. La sensibilité en soi, c'est pas négatif. Ça veut dire qu'on a une attention aux choses de la vie qui est super développée. On a un seuil de tolérance de la richesse de la vie qui est super fort. Eh bien, ça peut se développer dans l'attention à l'autre, ou ça peut se développer dans l'étude. Par exemple, on va faire attention à des détails dans un texte que personne ne pourra voir s'il n'est pas sensible. Donc, ce défaut peut devenir une qualité. De même, quelqu'un qui est ambitieux, qui a juste envie d'écraser les autres pour pouvoir avancer, cette ambition, elle peut se transformer en progression. Elle peut se transformer en ambition positive. Ça veut dire que même les défauts, faut pas les mettre tout de suite à la poubelle. Trop, oui. Oui. Quand je veux juste monter pour monter, quand je suis capable de retourner ma veste tous les 2 jours, juste pour être au-dessus, si, c'est pas bien ça. Quand je suis capable de dénoncer quelqu'un, ou de dire du mal de quelqu'un parce que je veux prendre sa place. Dans le monde de l'entreprise, regardez le monde politique, c'est que des histoires d'ambition négative. Non, c'est de l'ambition. D'ambition. Un homme politique qui va écraser les autres parce qu'il veut, lui, avoir le truc, il fait plus attention à personne, c'est un ambitieux, au sens négatif du terme. Mais l'ambition, c'est intéressant parce que l'ambition en soi, ça peut avoir les 2 entrées, ça peut être positif comme négatif. Tout dépend comment on l'utilise. Même la jalousie, ça peut être une qualité. Tout défaut, il faut pas le mettre à la poubelle tout de suite. Attendez avant de le mettre à la poubelle. Regardez, peut-être que ça peut servir. De toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Un homme doit servir Dieu, c'est marqué, Bechol Levafrem, de tout ton cœur. Pourquoi le mot cœur dans la Torah, dès qu'on parle d'un homme, est toujours au pluriel? Levav. Pourquoi Levav? Parce que le cœur de l'homme, il n'est pas un. Le cœur de l'homme, il est fait de 2 parties. Une partie positive, une partie négative. Ça veut dire que la partie négative peut aussi servir. Lorsque Abraham reçoit les anges, la semaine prochaine, pas cette semaine, la semaine d'après, il va leur dire, Vesa'adu liberem. Vous rassasirez vos cœurs. Et là, il l'utilise au singulier. Tout le monde se demande pourquoi il dit pas Vesa'adu levafrem. C'est parce qu'il sait que ce sont des anges. Les anges, ils ont pas 2. Ils ont que un point positif. Donc eux, quand on parle des anges, on parle toujours du cœur au singulier. Mais l'homme, il a les 2 côtés. L'ambition, ça peut être négatif, comme ça peut être positif. La jalousie, ça peut être négatif, positif. L'amour du sang, ça peut être positif comme négatif. Il faut juste savoir comment l'enclencher de manière positive. Les épreuves aussi sont des moyens de grandir. Sont des moyens de progresser. C'est pas forcément une épreuve, c'est pas le moment de se mettre à pleurer sur soi-même. Et puis, je terminerai sur ça. Nous vivons dans un monde où on est convaincu que pour être bien, il faut avoir tout. Et quand on n'est pas bien, c'est parce qu'on manque. Ouais, c'est parce qu'il nous manque quelque chose. Hein, c'est très grec, ça vient de Platon. Ouais, le manque est souffrance, dit Platon. Le manque est souffrance. Le manque est souffrance. Moi, j'ai envie de dire que dans le judaïsme, c'est exactement le contraire. C'est le plein qui est souffrance. C'est le fait d'avoir tout, c'est-à-dire d'avoir trop, qui est la vraie source d'échec. Parfois, quand on n'a pas envie, quand on n'a plus de projet, quand on commence à chercher les problèmes, c'est parce qu'en fait, on a tout. On n'est plus capable de désirer quelque chose. On n'est plus capable de ressentir le manque. C'est là la notion de pauvreté intérieure est très importante dans le judaïsme. Vous savez qu'il y a 2 moments dans l'année juive qui sont très importants, c'est Rosh Hashanah et Pessah. C'est 2 nouvel an dans l'année juive. Rosh Hashanah, c'est marqué que toute année qui commence dans la pauvreté, elle finira dans la richesse. Ça veut dire quoi, pauvreté et richesse? Ça veut dire que si je suis capable de me rendre pauvre à Rosh Hashanah, c'est-à-dire quoi, pauvre? Pauvre, ça veut dire à créer le manque. À créer du manque, c'est-à-dire être capable de se redonner la possibilité de désirer quelque chose. Alors ça finira dans la richesse.
Le manque d'estime, c'est pas tellement le fait que je n'ai pas tout, c'est au contraire, c'est parce que j'ai tout. Et dans nos sociétés où on a tout, ou presque, c'est très difficile de créer le désir. C'est très difficile de créer le projet. Le projet et le désir viennent si on manque de quelque chose. Je vais donner un exemple très simple. Dans le judaïsme, on décide que l'homme arrive à l'état de plénitude le 8e jour. Enfin, le 7e jour, le 8e. C'est-à-dire au moment de la Brit Mila. Tant qu'un homme n'a pas fait la Brit Mila, c'est une image, hein, ça va aussi pour la leçon vaut aussi pour les femmes. Tant que l'homme n'a pas fait la Brit Mila, il n'est pas shalem. Il n'est pas complet. Mais quel rapport? La shlemut, ici, c'est pas le fait qu'il manque quelque chose et qu'il faut que je comble ce manque. Comment j'arrive à être entier? Au contraire, en enlevant quelque chose. Et ça, c'est le programme de toute la vie. C'est quand je suis capable de comprendre ce que j'ai en trop, que je suis capable d'arriver à quelque chose qui s'appelle la plénitude. Donc, demandons-nous plutôt de quoi nous manquons, qu'est-ce que nous avons en trop, et peut-être que là, effectivement, nous aurons envie d'aller chercher quelque chose. C'est pas le fait que nous soyons comblés qui va faire de nous des êtres vraiment dynamiques. C'est au contraire chercher qu'est-ce que je pourrais encore faire, qu'est-ce que je pourrais encore combler. Puis, et là je termine, ça c'est aussi quelque chose de typiquement français. On ne peut pas avoir confiance en soi si on n'a pas confiance dans les autres. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de faire confiance aux autres. Alors bien sûr, vous allez me dire, enfin, peut-être pas vous parce que vous êtes jeune, mais plus on avance et plus ça se dégrade, on peut faire confiance à personne. Ouais, ça c'est typiquement le truc. Mais je me suis trop fait arnaquer. Ouais, mais chacun pense qu'à lui. Ça c'est une vision, excusez-moi, c'est enregistré, je m'en fous, c'est une vision pourrie de l'existence. On ne peut avancer que si on fait confiance. Ah, peut-être que l'autre est un arnaqueur, c'est pas grave. Lui, c'est un arnaqueur. Mais moi, j'ai confiance. Tant que vous n'avez pas confiance en l'autre, tant que vous n'êtes pas capable de vous présenter à l'autre en toute confiance, et d'arrêter d'imaginer que l'autre n'a que des idées pour vous entourlouper l'existence, vous ne pourrez pas construire. Et là, peut-être pour moi, c'est le point le plus important. La confiance de soi passe par la confiance de l'autre. Vous savez qu'il y a une notion dans le judaïsme qui est fondamentale, qui s'appelle Choshed Biksherim. Choshed Biksherim. Écoutez bien. Ça veut dire quoi, Choshed Biksherim? Il est interdit de soupçonner les gens cachers. Et jusqu'à nouvel ordre, tout le monde est cachère. Chacun a ce qu'on appelle une reskat kashrut. Vous allez voir que si vous allez vers l'autre avec cette confiance, il y a fort à parier que lui aussi va vous faire confiance. Par contre, si vous y allez avec de la suspicion, que vous êtes dans cette relation de soupçon permanent avec l'autre, ouais, là c'est difficile. Nous, on passe son temps à se protéger. Aujourd'hui, vous avez remarqué, la société, elle est dans une crispation permanente. On soupçonne tout le monde. On a peur de tout le monde. Les étrangers, les terroristes, les chômeurs, les gens pas comme tout le monde. Ouais. Écoutez, allumez la télé, regardez les Zemmour qui parlent dans le monde entier aujourd'hui. C'est que des gens qui vous disent détester ceux qui ne sont pas comme vous. C'est un discours de la haine permanente. Un Zemmour, je sais pas comment il est juif, c'est un producteur de haine permanente. Voilà. Pas ci, pas ça. C'est pas comme si on veut pas, et on n'accepte pas, et on refuse que, et on n'a pas envie d'eux. Constamment, l'autre est soupçonné de tout. Et alors, s'il est étranger, c'est une catastrophe, mesquine. Il oublie que lui, il a émigré d'un pays maghrébin il y a 40 ans avec ses parents qui venaient aussi du Maghreb. Ça, il a tracé un trait. Il a oublié que lui, à l'époque, lui aussi, c'était un mesquine qui venait du Maghreb. Mais on est dans ça. On a peur de tout. On va s'enfermer. On va se truquer. La surmédiatisation. Il y a un mec qui a
qui a mal aux dents à l'autre bout de la planète, vous le savez tout de suite. Donc on est dans une histoire que, ah ouais, il y a un mec au Bangladesh, il a mal aux dents, donc on a tous mal aux dents. Oh punaise, on commence à... On est tout le temps dans cette thématique de l'angoisse, de la crainte, de la peur, du soupçon. Ouais, ça génère, et les périodes de crise encore pire, plus on est en crise, plus c'est grave. Il faut sortir de ça. La notion dans la Torah qui est essentielle, c'est interdit d'être roched bikcherim. On n'a pas le droit de soupçonner les gens. Tant que la personne ne s'est pas révélé être un fiefé méchant, quelqu'un de véritablement mauvais, j'ai pas le droit de le soupçonner. Il faut être Dan, Evedan, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, Evedan, les kol adam, les kav zechut. Juge. Tout homme, kol adam. C'est même pas marqué chavero. Evedan, les kol adam. Juge tout être humain en bonne part. Et comme ça, tu avances. C'est pour ça, et je termine, cette fois-ci, c'est sûr, que la médisance est la chose la plus grave qui existe. Pourquoi? Parce que quand je dis du mal, c'est vrai qu'au début, ça fait du bien. Ça, c'est comme toutes les mauvaises choses dans la vie. Au début, ça fait du bien, puis après, ça fait du mal. Au début, ça fait du bien. On se défoule. Ouais. On se demande même à un moment comment on pourra avoir un sujet de conversation qui ne soit pas dire du mal de quelqu'un. Moi, j'avais une fois quelqu'un, je lui disais, c'est interdit de faire de la shonara. Il dit, mais alors, je vais parler de quoi? Ouais. Qu'est-ce que je vais dire alors? Si je peux pas critiquer, je vais faire quoi? Ouais. Eh bien, justement, la médisance, elle nuit à la confiance que nous avons dans la vie. Parce qu'à force de voir que les aspects négatifs des choses, que les aspects négatifs des gens, que les aspects négatifs des situations, ben, quelque part, ça déteint sur moi. Faut pas croire que le mal que je dis sur l'autre ne finit pas par être aussi un mal que je pense de moi-même. D'ailleurs, dans les lois du Lachon Hara, dans les lois de la médisance, c'est marqué que la personne qui est le plus atteinte par le Lachon Hara, c'est pas la personne de qui on parle, c'est la personne qui parle. C'est pour ça que même si la personne de qui on parle ne le saura jamais, ne saura pas ce qu'on a dit sur elle, c'est malgré tout interdit de dire du Lachon Hara. Pourquoi? Il ne le saura pas, c'est pas grave. Et l'autre, imaginons que l'autre à qui je l'ai dit l'a oublié. Pourquoi ça serait interdit? C'est interdit en premier pour moi, parce que c'est pas bon pour mon hygiène mentale. À force d'être tout le temps dans ce truc de t'as vu ce qu'il a fait, mais je comprends pas. Mais ça me dépasse. Mais c'est trop quand même. Ouais, c'est une façon de se valoriser soi-même. Comme l'autre il est pourri, donc moi je suis bien. C'est ça qui est bon au début dans le Lachon Hara. C'est quand tu dis du mal de quelqu'un, pendant ce temps-là, t'as l'impression que toi t'es quelqu'un de bien. Nous, on veut pas arriver au bien sur le dos de l'autre. On veut arriver à penser du bien de soi par soi. Donc, Bezrat Hashem, voilà, c'est des petites choses, mais c'est important de se les dire, c'est important de les savoir, c'est important de savoir que ça passe pas seulement par moi, ça passe aussi par l'aide que j'apporte à l'autre, à la façon dont je fais attention dans ma façon de juger l'autre, et aussi dans ma façon que j'ai de parler de l'autre. Si j'arrive à progresser, on n'arrive pas du jour au lendemain, hein, c'est chaque jour un petit peu, puis des fois on va monter, on va se casser la figure, c'est pas grave, on recommence. Eh bien, grâce à ça, véritablement vous apprendrez à vous estimer, et ce sera pour vous ce que j'ai appelé un moteur pour la vie, ça veut dire un truc qui vous aide à avancer. Voilà. Allez.